Donc notre invité du jour, son nom ressemble à celui de Michael Landon, Ouais. acteur qui a incarné Charles Ingalls dans La Petite Maison dans la Prairie. Mais c'est pas de ce personnage-là que moi je me souviens, c'est celui de Jonathan Smith dans Les Routes du Paradis qui ressemble plus à notre invité. Souvenez-vous, c'était un ange qui parcourait le monde pour faire le bien. Et Jean-Michel Landon, notre invité de ce soir, dit l'instable, son nom de photographe social, humaniste, qui est né à Créteil. Il va avoir 47 ans demain. Son œuvre est exposée en France, mais aussi à l'international. Tout d'abord, travailleur social dans les quartiers du 94, il devient par la suite photographe. Et nous le recevons ce soir pour nous parler de son livre La vie des blocs, édité en auto-édition et que vous pouvez retrouver sur son site internet. Donc, il s'agit d'un livre photo qui retrace 12 ans d'immersion photographique au cœur des quartiers d'Île-de-France. Jean-Michel, bonjour. Bonjour à vous tous. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir de te recevoir avec nous. Merci à vous. Alors, on va commencer tranquillement. On va parler, tu vas voir, l'émission, elle est tranquille, elle est progressive. Notamment, on va parler de toi parce qu'on aime bien que les abonnés apprennent à connaître les auteurs, les artistes et nos invités. Donc déjà, l'instable. Pourquoi tu veux nous faire peur avec ton nom? Qu'est-ce qui se passe? Parce que si on dit il est instable, les gens vont se dire il y a une maladie psychologique derrière. Peut-être, qui sait. Peut-être. Pas diagnostiqué en tout cas. Pour l'instant. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur ce nom que tu as choisi en tant qu'artiste? Alors c'est pas moi qui l'ai choisi. Pour la petite anecdote. C'était à l'époque, on est en 1996. C'est une époque où je commence à faire du rap. Et en fait, comme tout bon rappeur, on se cherche un pseudo. J'arrive pas à trouver, je suis un peu embêté et un jour je rentre chez moi et il y a un ancien du quartier qui est posé en bas de chez moi devant mon immeuble. Et moi j'étais un peu speed à l'époque. J'ai pas trop changé, mais j'étais quand même un peu speed et en 20 ans de moins, 25 ans de moins. Avec beaucoup plus d'énergie, Voilà, beaucoup plus de cheveux. C'est ça. Les cheveux, non, ça va, ils sont toujours là. Je parle pour moi, j'ai de la chance. Et en fait, voilà, il me dit, qu'est-ce que tu fais, tout ça. Puis je dis, je rentre à la maison. Il me dit, mais toi, t'es vraiment instable. Tu vois. Et là, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, ouais, c'est ça, en fait. Ça me correspond. Pas forcément au sens péjoratif du terme. Instable, c'est vrai que quand on le dit comme ça, instable, ça nous ramène à des choses qui sont pas dans l'ordre de l'équilibre en tout cas, mais moi, instable, c'était plus touche à tout, à droite, à gauche, en mouvement. Il y a aussi la notion d'adaptabilité aussi. Exactement. Instable, c'est quelqu'un qui peut occuper plusieurs terrains différents et qui s'adapte à des situations différentes, à des publics différents. Ouais, c'est ça aussi. C'est venu quelques années après. Grosso modo, j'étais à une période, pour tout te dire, très compliquée de ma vie, où j'aurais pu basculer, je pense. J'étais déjà pas loin de choses assez qui auraient pu me conduire, en tout cas, dans des situations très, très compliquées, très délicates. Par rapport au quartier lui-même? Il y avait le quartier. Alors moi, je suis d'un quartier qui est réputé très calme à Créteil, très hétéroclite, où on a eu la chance d'avoir un vivre ensemble avec comment te dire, avec beaucoup de communautés, tu vois, mais pas ghettoisées. Ouais. Tu vois, Ouais. un quartier vraiment où il faisait bon vivre, il fait d'ailleurs toujours bon vivre. Tu habites toujours là-bas? Non, mes parents, moi j'y ai vécu 20 ans. 20 ans. Mais tes parents sont toujours là-bas? Mes parents sont toujours dans le même immeuble, ils sont arrivés en 1976. Ah oui. Tu vois, c'est très très vieux. Ouais, ils veulent pas partir. Ouais, s'il y a tout leur affect et leur histoire de vie qui se trouve là-bas, c'est évident qu'ils voudront pas partir. Et quoi qu'il arrive, ils partiront pas. Ah ouais, ça se comprend. Mais voilà, pour rebondir un petit peu là-dessus, j'ai eu mon époque, je vais pas te dire comme tout le monde, mais comme beaucoup, où je squattais dans le quartier. Je perdais mon temps, concrètement. Moi, me concernant, ça veut pas dire que c'est pareil pour tout le monde. Ah, bien sûr, tu parles de ton histoire. Je parle de mon histoire.
Et étant assez nomade, aimant aller voir un peu à droite à gauche ce qui se passe, j'ai commencé à traîner un peu partout. Il faut savoir que moi, à l'âge de 11 ans, 12 ans, je sortais en cachette la nuit, Ah tu oui. vois, ouais. Et Et j'allais me balader avec mon vélo dans les rues de la ville. Donc, tu vois, il y a prescription aujourd'hui, donc je suis pas ah, obligé, tu peux le raconter. Hein. tu vois. Donc j'avais déjà ce goût de l'aventure. Et je suis arrivé à une période où effectivement le goût de l'aventure aurait pu me coûter cher. Ouais, ça peut mal tourner. Voilà. Surtout à cet âge-là. Ouais. Ouais. Bon, moi, ça, c'est venu. J'ai une période, je te dis, assez compliquée qui est Ouais. venue lorsque j'avais une vingtaine d'années. De mémoire, là, comme ça, j'avais, je crois, 21 ans. Ouais. Vraiment une période qui a été très, très compliquée. Et le hasard ou le destin, chacun l'interprète comme il veut, a bien fait les choses. J'ai revu un ami que j'avais pas vu depuis très longtemps. Et il me dit, écoute, moi, je taffe dans un quartier, je suis animateur social. Donc, je pars. Si tu veux, je parle de toi au directeur. Et pourtant, ça faisait 10 ans qu'on s'était pas vu. Hein, tu vois, Ah c'était un ouais. ami d'enfance. Ah ouais. Et il me dit, vaille que vaille, passe ton entretien et vas-y. Et je suis rentré comme ça, en fait, Donc, dans. concours de circonstances. Exactement. Ouais, c'est la vie qui réserve des surprises. Hein. Ouais, tout à fait. C'est là où la vie est belle. Ouais, ouais. Et ça t'a fait basculer ta vie carrément. Ouais, ouais, ça m'a vraiment, je te dis, sans exagérer, je pense que ça m'a presque sauvé la vie. Ouais. Ouais. Et au niveau scolaire, comment c'était pour toi l'école? Alors, j'ai été un très bon élève jusqu'à mes 10 ans. Et il y a eu un accident de vie très important dans ma famille qui a fait que scolairement, j'ai chuté quand je suis arrivé en sixième. J'ai vraiment chuté. J'étais un élève qui est devenu très moyen. J'ai fait un cycle qui normalement se fait en 3 ans. Je l'ai fait en 5 ans. Tu vois. Ouais. Mais j'ai fini grâce à un prof de français. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais j'ai réussi à aller en littéraire, ce qu'on appelait les L à l'époque. Je sais pas si ça s'appelle toujours comme ça. Maintenant, c'est des options. C'est des options. Ouais, Voilà, c'est ça. tu peux avoir une dominante littéraire, une Voilà, dominante c'est ça, c'est scientifique, ça. mais ça reste des options Exactement. où tu peux mélanger les options. Donc moi, j'ai ce qu'on appelait à l'époque, j'ai un bac littéraire. Donc, tu as fait un première et terminale L à Exactement. l'époque. D'accord. Exactement, c'est ça. D'accord. Et donc, tu as eu ton bac L. J'ai eu mon bac en 2 fois, Ouais. mais j'ai eu mon bac. Ouais. Et puis L, il y a énormément de lectures. Parce que c'est la littérature et c'est destiné à des métiers pour ceux qui veulent faire des prépas littéraires, pour ceux qui veulent faire aussi un métier d'avocat, des choses comme ça, où il y a Philo beaucoup. aussi. Philo, tout à fait. Ouais. T'as fait ça peut-être toi, Camille? Ah non, moi j'ai fait S. S, ah voilà. Tiens, S, voilà. Tu vois, on domine ici, nous, les S. ouais, Scientifique. ouais. S scientifique pour Allez, ceux qui ne connaissent pas. À l'époque, les Ceux gens qui connaissent leur table de multiplication par cœur, c'est ça, Paul? Ah oui, toujours. Dans l'idée, oui. À l'époque, quand tu faisais elle, Non, il n'y avait pas beaucoup de garçons aussi qui c'était faisaient pas L. terrible. Tu étais dans une classe et il devait y avoir que pas mal de il y filles. avait, ouais, il y avait beaucoup de filles. Et attends, après, et je suis parti 1 an à la fac, T'as fait quoi comme j'étais en cursus? psycho. Psycho. Alors, je te dis. Mais précise, psychopathie, psychologie, dis-le, parce que nous, tu nous fais peur. Psychosociaux. Psychosociaux, J'étais à Nanterre, j'ai fait une année, je sais pas pourquoi j'y suis allé, hein, Ouais. mais j'étais le seul garçon. Ah oui, Pas dans l'amphi, hein, Ouais, ouais. mais dans une classe de 30, je crois, j'étais le seul garçon. D'accord. Instable. Ouais. Adaptable. Ouais. Adaptable. Je me permets, il y a la Dram Star 93 qui dit Salem les frères, big up à mon frère Jean-Mi. Ouais, ouais. La Dramstar. Ah, c'est- merci à toi. Dédicace à toi. J'en parlerai de toute façon tout à l'heure de Madou. Madou, qui est un frère que je connais depuis maintenant à peu près 5-6 ans. Voilà, qui est un très, 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 très bon ami, puisqu'on fait partie du même collectif de photographes. Ah ouais, super. Bah, ça, on va en parler justement Ouais, du ouais. côté pro par rapport à la photo tout à l'heure. Et au niveau du travail, qu'est-ce que tu voulais faire, toi, quand tu étais plus jeune? Tu te projetais en tant que quoi? Je me projetais pas. Ouais, je me projetais pas du tout. Ma mère me relate que quand je voyais, quand je voyais les camions poubelles, on appelait comme ça à l'époque, hein, quand Les je voyais éboueurs. voilà. Non, pour moi, ça n'existait pas le métier d'éboueur. Tu vois, je voyais les camions poubelles passer Camion poubelle. par la fenêtre et je disais à ma mère, ouais, je veux faire conducteur de camion poubelle. Je sais, c'est pour l'anecdote. Je me suis jamais projeté dans un travail. Jamais. Même pas une voie, un Pas- domaine, quelque chose. Pas du tout. Pas du tout. Là, tu vois, les enfants, ils ont toujours ces rêves-là, tu vois.
pilote d'avion, Ouais. pompier, astronaute, tu vois, policier. Pas du tout. Infirmière. Pas du tout, Ouais, du tout. je comprends. Je devais, tu vois, pour le coup, je devais déjà être un peu spécial parce que je me suis jamais projeté. Et je me suis d'ailleurs vraiment jamais projeté parce que les choses se sont faites naturellement. Hein. Tu vois, je suis rentré, comme je te disais tout à l'heure, je suis rentré, moi, dans l'animation sociale par hasard. Ouais. C'est pour ça que je te dis que j'étais à une époque, un tournant de ma vie majeur. Le temps passe, tu travailles pas, c'est pas bon. Et justement, pour ce côté du travail social, t'as accroché tout de suite dans le métier ou il y a eu un temps d'adaptation? Comment Ah, ça s'est passé le début? J'ai accroché direct. Faut savoir, pour l'anecdote, quand j'ai commencé, j'étais pas travailleur social encore, hein, j'étais animateur. Hein. Moi, j'avais un BAFA que mon père m'avait forcé à faire parce que je voulais rien faire. Donc, je suis rentré là-dedans et j'ai eu comme une révélation. Mais quel élément spécifique? C'est quoi? C'est une rencontre? C'est le public? C'est C'est un tout. C'est un tout. C'est d'abord le public, parce que quand tu travailles dans ce milieu-là, si t'aimes pas l'humain, Ah oui, c'est même pas la peine. tu vas vite partir et on va vite te faire partir. Ouais. Alors, moi, il faut savoir que je suis arrivé dans un quartier, j'arrive en 2002 dans ce quartier-là. C'est un quartier très, très, très compliqué. C'est vraiment un quartier... On peut le citer? Bien sûr. Et c'est les Sablières. Ah, d'accord, Voilà, c'est celui dont tu parles dans le livre. C'est là où tout part. Vraiment, c'est le point d'ancrage et c'est le début d'une histoire. Donc j'arrive dans ce quartier-là, moi je connais 2-3 têtes, mais c'est un quartier qui a très mauvaise réputation, les gens ne veulent pas y travailler, on ne peut pas vraiment rentrer dans le quartier, tu vois, il est très enclavé. Moi j'arrive là-dedans de manière très naturelle et je suis en fait très vite accepté. Il faut savoir qu'il y avait un turnover d'animateurs assez important parce qu'ils ne tenaient pas. Ah ouais. Ouais, les conditions étaient trop difficiles. C'était très compliqué. C'était très, très compliqué. J'ai le micro qui coupe assez normal. souvent, les gars, c'est normal? Ouais. Ok, d'accord, je me disais... Ouais. D'accord, je me disais, ça se trouve, c'est moi qui touche un truc. Non, mais on t'entend bien, t'inquiète. Ok, impeccable. Ouais. Camille? Ouais. Est-ce que tu peux expliquer un peu les conditions de vie justement dans les Sablières à cette époque-là? Les conditions de vie, elles sont très particulières. Pour retracer très rapidement l'historique de ce quartier, il est emménageable en 1957. Il faut savoir qu'à la base, c'est une cité de transit. Ouais. Donc, c'est une cité qui doit accueillir une population pendant un temps assez réduit et qui doit être ou rénovée ou démolie. Voilà. C'est un quartier qui accueille en majeure partie des personnes qui viennent des bidonvilles de Nanterre. Ouais. Voilà, pour l'historique. C'est un quartier au départ, comme je te le disais pour le mien, où il y a toutes les nationalités qui se mélangent avec un vivre ensemble qui est très sain. C'est un quartier qui appartient à la mairie de Paris. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au fur et à mesure, quand la mairie de Paris commence à faire les premières réhabilitations du 18, 19, 20e arrondissement, systématiquement, ils font emménager des familles immigrées d'Afrique subsaharienne qui sont dans ces 3 arrondissements-là, dans cette cité, qui deviendra, dans les années 90, quasiment un ghetto ethnique. Ouais. Tu vois. Donc voilà, pour l'historique, c'est pas brillant, c'est pas du fait du maire de Créteil, qui est là depuis 1977, même si j'ai eu des griefs avec lui pendant pas mal de temps, faut quand même être assez objectif, c'est pas de son fait. Donc c'est devenu un quartier où on avait effectivement énormément de mal à rentrer, parce qu'on avait ghettoisé les gens. Et le quartier, il y avait des murs. Ouais, c'est assez Il impressionnant. était fermé, Il était totalement fermé, si tu veux. Pour l'image, moi j'aimais bien dire que c'était le village d'Astérix. Ah ouais. Tu vois tout de suite l'image. Ah ouais. Des murs de 2 mètres qui entouraient tout le quartier. Ah, mais c'est horrible comme situation. Pour l'anecdote, tu vois, le racisme ne date pas d'hier. Ces murs ont été dressés parce qu'il fallait protéger les habitants de la cité d'un camp de gitans qu'il y avait à côté. C'était les gitans le danger, en fait. C'était les gitans le danger. À l'époque, ouais. Tu vois. Ouais.
Et il y avait donc une entrée et une sortie dans ce quartier-là. Et en fait, au fur et à mesure, les habitants ont fait des trous. D'ailleurs, dans les murs. il y a des photos que Mm. tu exposes ou que tu nous montres dans ton livre Ouais. et qui montrent justement les trous qui ont été faits C'est ça. par certains habitants, Exactement. notamment pour les enfants pour aller à l'école. Exactement. Masse, ouais. Ouais. Ouais, exactement, c'est ça. C'est ça. Ils ont troué le mur. Ils faisaient des trous dans le mur parce qu'il y avait qu'une entrée et une sortie et que les habitants n'étant pas des rats de laboratoire Ouais. ont décidé de prendre le problème à bras le corps et de faire des trous en fonction de leur envie de se déplacer dans la ville. Ah, bien sûr, c'est Ouais. c'est humain, C'est finalement, totalement humain. la recherche de la liberté. Mm. Maintenant, on va passer à la partie qui concerne ton travail d'auteur, parce Ouais. que tu as écrit un livre. Et c'est pas le premier, puisque tu en as déjà écrit 2 autres avant celui-là. Dont le premier qui s'appelle Une aventure inattendue en 2018, toujours en auto-édition. Et avec cette histoire de Claude Martin, un personnage un peu atypique, comme tu le dis, et qui débarque en banlieue. Et c'est à travers son regard que tu vas raconter l'histoire dans ce livre-là. Ton deuxième livre, c'est vraiment un autre univers que tu vas explorer, qui s'appelle le livre L'Atlas Kinder, le village de Dar Bouidar. Mm. Donc c'est un livre photographique où tu t'es déplacé au Maroc, tu es resté là-bas pendant un certain temps et tu as retracé un petit peu l'expérience au sein de ce village, notamment les enfants, puisque c'est le thème principal de ton livre. Qu'est-ce que tu as retenu de ces 2 expériences et surtout de ce début du travail d'auteur et du livre? Claude Martin, donc le livre qui s'appelle Une aventure inattendue, pour le coup, c'est un titre qui n'a pas été choisi par hasard. Et je fais une rencontre d'un ami aujourd'hui, d'un tonton, que j'appelle quelqu'un qui a 10 ans de plus que moi, qui s'appelle Elpidio City, qui est auteur, au moment où on écrit le livre, qui est auteur d'un ouvrage. Donc on se rencontre, ça match, on a des relations en commun. C'est un mec du 9-4, mais qui vit pas à Créteil. On a des gens en commun. Il a été producteur de musique, moi j'étais dans la musique. On a déjà une accroche, si tu veux. Ouais, bien sûr. Et je pourrais pas te dire comment ça se goupille, comment l'histoire se goupille, mais on en arrive à avoir l'idée de faire un livre photographique, mais pas seulement ce qu'on a appelé un roman photographique. Ça n'avait pas été fait. En tout cas, par rapport aux recherches que j'ai pu faire, j'ai jamais vu que ça avait été fait. Et ça, c'est justement ce que je me suis demandé. Est-ce que les artistes photographes ont l'habitude de faire ce genre de travail? De ce que tu as pu voir, justement. Des livres photos, oui. Il faut savoir que quand tu fais un livre photo, en général, c'est l'aboutissement d'un travail. Il y en a qui n'ont peut-être pas cette philosophie-là. Pour moi, c'est vraiment l'aboutissement d'un travail. Quand tu fais un livre photographique, c'est qu'il y a eu un cheminement qui s'est fait dans ta tête et que tu te dis, voilà, il faut que je couche sur le papier une histoire. Pas forcément avec des mots, mais il faut que je couche sur le papier une histoire. Mais tous les artistes de photo font pas ça. Non, loin de là. Il faut savoir qu'en fait, moi en plus, je suis en indépendant, je suis en auto-édition, c'est un choix. Hein. C'est un travail titanesque. Les gens ne se rendent pas compte. C'est normal. Hein. Et justement, c'est pour ça que dans cette émission, j'aime bien demander aux auteurs de nous expliquer l'envers du décor parce qu'on ne sait pas. Alors, nous, on a l'habitude de parler des livres, donc on peut plus s'imaginer ce qu'un auteur qui écrit des romans peut faire. Pourquoi ? Parce qu'à l'école, on étudie ces personnes-là. Mais dès qu'on sort du champ classique de l'auteur, Molière, Hugo, etc., on ne sait pas comment ça se passe. Et encore moins pour une histoire avec des photos, tu vois. Alors, je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil. En tout cas, moi, quand j'ai fait ces livres-là, les deux précédents et celui qui arrive là, il fallait qu'il y ait un point de départ. Et forcément, s'il y a un point de départ, il faut qu'il y ait une arrivée. Donc, en fait, tu te retrouves avec un panel de photos assez incroyable en fonction de ta productivité. Pour le coup, j'ai jamais été quelqu'un de très productif, mais j'avais beaucoup de photos à trier. Et il fallait que... Déjà, il y a un gros travail de tri. Voilà, ça peut rentrer, ça peut pas rentrer. Et en faisant ce tri d'images, je suis déjà en train de me dire, voilà, cette image, elle peut être calée là, parce que dans le cheminement de mon histoire, ça correspond à cette place. Voilà, je te parle d'une aventure inattendue où on est en train d'écrire l'histoire, donc ce roman,
Et donc, pendant qu'on écrit l'histoire, il faut que la photo corresponde à la description qu'en fait Claude Martin. Donc, tu vois, c'est un gros travail. Ouais, Mais c'est un d'harmoniser l'image et le texte. Exactement. Donc, le cheminement de ce Respecter le personnage. cheminement. Exactement. Après, pour les autres ouvrages où il n'y a pas. C'est pas un roman photographique, c'est la même chose pour moi. Il faut qu'il y ait un point de départ et une arrivée. Je raconte une histoire. Une histoire sans mots. Une histoire en images. Il faut savoir que photographier, en grec ancien, ça veut dire écrire avec la lumière. Donc pour moi, si j'écris avec la lumière, il faut que quand je retrace mes photographies, il faut qu'il y ait une histoire. Tu vois, il faut que j'écrive mon histoire à travers les photos que tu vas pouvoir regarder. Ouais. Et par rapport au Maroc, Mhm. qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience? Parce que c'est quand même assez singulier d'avoir fait ce travail-là. Alors le Maroc, c'est aussi une histoire assez particulière parce que je suis contacté par la présidente de l'association qui s'appelle Atlas Kinder. Tu vois, Donc, Kinder en allemand, ça veut dire enfant. Enfant, donc c'est quoi, un projet allemand? Non, le fondateur, qui est décédé aujourd'hui, paix à son âme, le fondateur de ce village, c'est un village dédié aux orphelins, dédié à l'accueil des orphelins. C'est vraiment un village qui construit le gars. Et en fait, si tu veux, donc il quitte tout. C'est une personne qui avait beaucoup d'argent, qui avait réussi dans sa vie financièrement, en tout cas, je ne sais pas pour le reste, et qui, à un moment donné, a fait un espèce de burn-out et qui s'est dit stop, j'en ai marre de cette vie-là. Et il a investi tout son argent dans ce projet-là. Et donc, moi, je suis contacté, quand je fais une aventure inattendue, en 2018, je suis contacté par la présidente de l'association en France, qui me dit j'ai vu le livre, j'accroche, ça te dirait de venir au Maroc? Je dis ouais, pourquoi pas. Et puis, bon, voilà, les choses ne se font pas toujours. On se perd un peu de vue. Et en 2021, je reçois un coup de téléphone. Salut, c'est Jessica. Est-ce que tu te souviens de moi? Ouais, je me souviens de toi. Ok. Tu te rappelles, on avait parlé d'un projet. Est-ce que tu es toujours chaud pour venir? Et je lui dis ouais, je viens. Quand? Tout de suite. Donc, j'ai pris mon billet d'avion et ça s'est fait comme ça. Je suis parti. Je ne savais pas du tout ce que j'allais voir sur place. Ouais. Tu vois. En fait, moi, quand on parle de village, un village d'orphelins, on a forcément une représentation, tu vois, qu'on se fait là dans notre esprit, tu vois. On a une représentation qui n'était pas du tout celle que j'avais. Donc j'arrive effectivement dans un vrai village avec des maisons, avec des tatas qui sont ni plus ni moins des éducatrices en France, qui s'occupent de 147 orphelins au moment où j'y vais. Donc, tu vois, c'est très grand, il y a une école à l'intérieur. Donc, moi, je connais pas. Il y a la barrière de la langue, hein, tu vois. C'est compliqué. Quand tu fais de la photographie, ça peut être compliqué. Surtout avec des enfants qui ont un rapport à l'image qui n'est pas terrible, tu vois, qui ne connaissent pas déjà la photo et puis qui ont, de par leur vécu, pas forcément une très belle image d'eux. Ça aussi, c'est le travail du photographe social, hein, tu vois. Ouais. Et donc, voilà, j'arrive là-bas et puis moi, je ne sais pas, j'ai ce truc avec les enfants, tu vois. C'est pour ça que je photographie beaucoup l'enfance et l'adolescence. J'ai un espèce de feeling comme ça qui se crée. Et en fait, très vite, j'arrive à... En plus, ouais, voilà, le truc que j'ai oublié de te dire, moi, je travaille sur le long cours. Je ne peux pas me précipiter quand je fais du documentaire, tu vois. Ouais. La vidéoblog, ça fait 12 ans. Donc, je travaille toujours sur le long cours. Je ne suis pas quelqu'un de très productif, comme je te l'ai dit. Et là, elle me dit, tu as 6 jours pour le faire. C'est court. C'est super court. Je ne vais pas y arriver, tu vois. Je me dis, c'est impossible. Et en fait, j'arrive à obtenir ce que je veux. Moi, si je n'obtiens pas ce que je veux, je reste. 6 jours, ça peut se transformer en je ne sais combien de temps, mais je ne pouvais pas partir sans avoir le rendu qui me convenait. Jusqu'au résultat. Et donc, voilà, je suis arrivé dans un endroit où j'ai été très, très bien accueilli, avec des parcours de vie, voilà, forcément très compliqués. Hein, c'est des orphelins. Donc, une espèce de pudeur, moi, que j'ai face à ces gamins-là, tu vois. Je me dis, moi, est-ce que je suis légitime à venir dans ce village-là? C'est toujours délicat comme situation. Tu vois, faire des photos de ces enfants-là qui ne savent pas vraiment pourquoi je fais ces photos-là, tu vois. Il y a la barrière de la langue, comme je te l'ai dit, donc j'essaie de me faire comprendre. Fort heureusement, il y a des gens qui parlent français sur place et arabe et qui expliquent aux enfants pourquoi je suis là. Et en fait, moi, mon projet, dès le départ, c'est de faire un projet à but humanitaire. C'est-à-dire j'ai déjà dans l'idée de faire un ouvrage et de reverser 100% des bénéfices à l'association. D'ailleurs, c'est ce que tu as fait pour ce livre-là. C'est exactement ce que j'ai fait pour qu'ils puissent acheter un minibus. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait une école à l'intérieur, mais pour les plus grands,
il fallait se rendre à Il l'extérieur. fallait sortir du village. Il fallait sortir du village. C'est au pied des montagnes, hein, l'Atlas. Tu vois, c'est à 30 km Ouais. de Marrakech, 30 ou 40 km de Marrakech. Donc il y avait un chemin assez sinueux pour arriver à l'école. Ils avaient un minibus en très mauvais état. Donc j'ai moi, voulu contribuer à ma modeste manière en reversant les bénéfices à cet assaut. C'est un noble projet, en tout cas. Mm. Camille, peut-être une question sur cette partie-là? Alors, je reviendrai un peu après. C'était une question sur pourquoi tu as commencé la photographie. Mais on reviendra un petit peu après si tu veux. Pas de Justement, souci. là, on va entrer dans cette partie qui concerne le monde de la photo. Est-ce que ça représente pour toi? Comment tu y es entré? Et on va parler un petit peu de tout ça. Bah, justement, comment tu as commencé? Et pourquoi? Pourquoi tu as pris ce média-là, tu vois? Parce qu'il en existe d'autres. Il peut y avoir l'enregistrement, la vidéo en elle-même. Pourquoi la photo? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Alors, je vais commencer par le début. J'apprends en 2012 que la cité où je suis travailleur social va être entièrement démolie. Voilà. Donc, il y a eu déjà 2 plans de rénovation urbaine. Et depuis la fin des années 90, il y a des rumeurs qui courent, le quartier va être démoli ou en partie, enfin voilà. Mais on reste au stade des rumeurs. Et en 2012, on apprend brutalement que le quartier entier va disparaître. Moi, je suis un habitant là-bas, tu vois. Je suis chez moi, je fais partie des murs. J'ai ma vie là-bas. C'est ce travail qui m'a sauvé, tu vois. Donc, du coup, je me dis, c'est un quartier atypique. Il y a beaucoup de gens qui ont encore une très mauvaise vision de ce quartier-là. Moi, j'ai envie de montrer autre chose. Et il faut absolument que j'immortalise les instants qu'on passe ensemble, qu'on a passés ensemble. Je me dis, l'outil le plus facile, je me trompe, je me dis, l'outil le plus facile, ça reste la photo. Et ça, c'est en quelle année, ça? On est en 2012, exactement. C'est ça. On est en D'accord. 2012 et j'achète mon premier appareil photo parce que j'ai dans l'idée d'immortaliser vraiment les instants de vie. En fait, je commence par l'enfance parce que l'enfance, c'est beau, c'est spontané et ça offre des scènes de vie non calculées. Et moi, je suis dans l'instantanéité, en fait. C'est ce qui m'intéresse dans la photographie, tu vois. C'est les instants volés, ce qu'on appelle Ouais. grossièrement les instants volés. Donc, c'est ça qui m'intéresse et je commence par l'enfance. Moi, les minots, c'est mes petits frères, c'est mes petites sœurs, tu vois. Donc, il y a quelque chose qui se fait très naturellement, sans calcul. Et voilà pourquoi je me mets à la photographie, en fait. Tu as raconté aussi que plus jeune, quand tu avais 15 ans, tu utilisais les jetables. Tu peux nous raconter cet épisode? Bien sûr. Et ça, je m'en souviens Vous pas. vous rappelez les Kodak, là? Vous vous rappelez pas, non, des Ouais, Kodak? ouais, On ouais. achetait... À Carrefour, Ouais, c'est ça. on va faire la pub des... Mais en fait, si tu veux, moi, en 2016, je suis tellement dans ma matrice que je me souviens pas qu'à 14-15 ans, j'allais, quand je pouvais, Ouais. j'allais acheter des appareils photo jetables, tu vois. Et j'aimais la photographie déjà. Et donc, faut savoir qu'à l'époque, voilà, c'est des jetables, tu as une pellicule à l'intérieur. Donc, je prenais le temps de prendre mes photos, d'aller faire développer ma pellicule et je stockais mes photos. Mais je me souviens pas du tout de ça Cette période-là. au moment où je le fais. Et en fait, ça me revient le jour où mon père me dit qu'il a été photographe. Et t'as dit ça à quel moment? Il me dit ça en 2019. Ouais, c'est pas C'était- longtemps. ouais, ouais. Pas longtemps. Mon père, c'est quelqu'un de très secret. Et voilà, il voit que la photographie commence à prendre une place de plus en plus importante dans ma vie. Et donc, il me dit, voilà, moi, j'ai été photographe. Et il me sort son appareil photo. Ouais, c'est un truc de ouf. Il me sort son appareil photo en vieux C'est numérique. comme dans les films, ça. C'est comme Ouais, dans un ouais, film, en fait. c'est ouf. Ça, c'est du transgénérationnel. Ouais, Ouais. c'est ça, tout à fait. Complet. Ouais, tout à fait. Un ouais. passionné C'est impressionnant. avec des milliers de pellicules, tu vois. Donc, il me transmet son appareil photo. Et c'est là, tu vois, que je me souviens que quand j'avais 14 piges, je faisais des photographies avec des appareils photo jetables. Et en fait, c'était quelque chose que j'avais en moi depuis longtemps. Ouais, c'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça. Et aussi dans ton parcours,
tu as fait de la photographie de plateau pour le cinéma. Et tu as travaillé notamment avec Romain Gavras, le fils de Costa Gavras, qui est très connu. Lajli aussi, dans Les Indésirables. Tu peux nous raconter un petit peu ton expérience dans ce cadre-là? Je suis arrivé comme un ovni là-dedans. En fait, j'ai un pote qui s'appelle Julien, qui est comédien, qui fait principalement du théâtre et qui des fois fait des seconds rôles. C'est un mec très sportif, donc il fait des seconds rôles dans le cinéma, tu vois, des mecs costauds et tout ça. Et lui, c'est un mec qui est tout à l'inverse de moi et c'est un fonceur, tu vois, il y va, quoi. Je suis quelqu'un d'assez introverti. Du coup, il va voir Romain Gavras, il lui dit moi j'ai un gars à l'instable et tout, non, il va te faire des trucs de ouf et tout. Donc Romain Gavras, il regarde les photos, il dit ah ouais, le gars, ouais, bah vas-y, dis-lui qu'il vienne. Il est 23h, tu vois, c'est le film, il est Athéna, c'était le film voilà, Athéna. le film, il est tourné à Évry, moi je suis du 9-4. Et mon pote, il m'appelle 23h, il me dit vas-y, Romain Gavras, il veut que tu viennes, nanana, tu vois. Mais je lui dis mais moi, frérot, j'ai un appareil photo qui est éclaté. Qui est éclaté. C'est un modèle, frère. C'est même pas un appareil pro que j'ai, moi, tu vois. Et il fait nuit. Je lui dis, frère, je travaille pas au flash, moi. Et il me dit, non, mais vas-y, viens et tout. J'y vais. Je me dis, c'est une expérience de toute façon. En fait, j'arrive sur le plateau et j'en rigole encore. Comme quoi, tu vois, la photographie, l'art, en règle générale, c'est rempli de chichi, de trucs, de ceci, de cela. Tu vois, moi, je colle pas du tout à ce milieu-là. Mais bon, bref, ça, c'est un autre débat. Et j'arrive là-bas, donc je vais saluer Romain. Ouais, c'est cool, bah vas-y, éclate-toi. Donc il m'explique un petit peu où je peux me placer. Donc c'est une superbe expérience pour moi. Tu vois. Mais c'est important. Super, mec, super. Bon, après, moi, le film, c'est autre chose, tu vois. Mais en tout cas, ça fait mec, polémique un peu. Ouais, moi, c'est... Voilà. Après, ça, c'est toujours. Je crache pas dans la soupe, en bien tout cas, sûr, bien sûr. Moi, c'est un mec qui m'a dit, vas-y, viens, et m'a permis de m'éclater. Et j'arrive, donc je me place dans un premier endroit où il y a des photographes de plateau. Et en fait, vous êtes plusieurs. Ouais. Et chacun fait son bail, en fait, si tu veux, tu vois. Et il y a une nana qui me voit arriver avec mon Fuji X-T3 autour du cou, sans flash, sans rien. Et elle me dit, ouais, tu fais quoi, là? Je dis, je suis photographe de plateau. Elle me dit, mais il est où ton appareil photo? Il est où ton flash? Et moi, je travaille comme ça. En fait, franchement, je lui ai fait un bête de rendu, tu vois. Ouais. Je suis quelqu'un de très insatisfait. Mais sur ce coup-là, j'ai été vraiment très satisfait du travail que j'ai fait. Voilà. Donc ça s'est fait comme ça. Et pour Ladji, ça s'est fait exactement de la même manière. Mon pote, il va voir Ladji, il lui dit... Donc c'était pour le film Les Indésirables. Ouais. Et pareil, Ladji regarde le travail, il lui dit vas-y, dis-lui qu'il vienne. Et donc je me suis ramené exactement de la même manière. J'étais salué Ladji, j'ai fait mes taufs. Et donc c'est une expérience qui reste positive. Ouais. Et t'as pas d'autres projets dans ce cadre-là, du cinéma, pour l'instant? J'avais, je peux pas te dire le nom du film parce que j'ai oublié, j'ai très mauvaise mémoire. Je devais le faire et j'ai eu... mémoire dans la peau, et ça devait être... ouais, c'est possible. Ouais. Mais je devais le faire là, il y a très peu de temps, hein, pour un gros film. Mais j'étais, je te disais tout à l'heure, j'ai eu quelques problèmes de santé. Pour la santé, t'as pas pu le faire. Qu'en fait que j'ai pas pu le faire, mais j'aurais bien aimé le faire. D'accord. Ouais. Parlons maintenant de matériel. Ton matériel favori dans la photo? Un Fuji. RAF, rien à foutre. Ah ouais, tu fais avec ce que t'as? Je fais avec ce que j'ai. Là maintenant, j'ai mon petit Fuji X-T3. J'aime bien parce qu'il y a un grain, j'ai réussi à trouver un grain qui me correspond, donc c'est un appareil que j'affectionne, et du fait que j'ai des problèmes de santé, c'est un boîtier très léger, donc ça me correspond très bien. Sinon, c'est marrant parce que c'est des questions assez récurrentes que je reçois sur Instagram. On me demande régulièrement avec des quoi... Des conseils matériels, ouais. Ouais, avec quoi tu photographes. Souvent, les gens sont tournés sur le matériel. Parce ouais. que mais ça peut se comprendre, mais sincèrement, c'est pas l'appareil qui fait le photographe. Ça, c'est sûr et certain. Tu vois, c'est pas l'appareil qui fait le photographe. Ah non, c'est sûr. Sûr. L'appareil, c'est un plus. Ouais, c'est un outil. C'est un outil. C'est un plus parce que voilà, il y a des appareils très performants qui je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais où tu as un piqué très très fort. Où les plus belles photos que j'ai faites, je les ai faites avec un appareil photo qui coûte 200 €. Pour moi, hein, les plus belles photos que j'ai faites, je les ai faites avec cet appareil photo. Et c'était suffisant? C'était très suffisant. Ouais. Et il a fini à Venise dans l'eau. Ah oui? Ouais. Il est tombé, tu l'as fait tomber? Il y a quelqu'un qui m'a bousculé, le pauvre, sans faire exprès. T'as vu, Venise commençait à s'est rempli. Et puis il est tombé dans l'eau. Ouais, bon, ça a des choses qui arrivent. Non, c'est pas bien grave tout ça. Je suis pas attaché au matériel du tout. C'est pour ça que ça te suffit des appareils à 200 €, parce que si ça t'arrive avec un appareil à 2000 €, tu vas pas dire la même chose. Hein. Non, sûrement. Je plaisante. Donc voilà, le matériel, c'est une chose.
Et au niveau des techniques de photographie, j'ai vu dans Anamnèse que tu utilisais des techniques particulières. Ouais. Tu peux nous en parler un petit peu déjà ce que tu as utilisé, notamment quand tu retraces l'histoire de cette femme qui a subi des choses, des violences, et tu as voulu raconter son histoire et tu as utilisé principalement une technique particulière. Ouais. Tu peux nous en parler? Ouais. Elle me raconte en fait qu'elle a subi un trauma très important. Elle me parle au niveau où au moment où elle a le trauma. Elle me dit qu'elle a une espèce de dissociation de la personnalité. Donc moi, très vite, je me dis, on est dans l'optique de travailler ensemble sur le trauma qu'elle a subi. Mais forcément, moi, je lui demande de me faire un récit de vie qu'on appelle anamnèse, en fait, pour que je puisse imaginer un travail photographique qui lui corresponde. Et en fait, quand elle me parle de dépersonnalisation, très vite, je me dis, dépersonnalisation, elle sort d'elle-même. Il y a un truc à faire. Et en fait, j'utilise la méthode de la double exposition qui est vieux comme le monde. En fait, si tu veux, tu prends ta photo, c'est un réglage à faire. Hein, tu prends une photo, tu la bloques, la photo, en fait. C'est-à-dire que tu la vois, mais elle est pas encore enclenchée. Elle a demi-enclenchée. En fait, tu fais un espèce de collage avec une deuxième photo qui va, pour le coup, s'enclencher et qui sera le résultat Des deux. des deux, exactement. Donc après, c'est tout un travail d'imagination. Tu te dis, voilà, j'ai pris ça, j'ai pris un bout de son visage, par exemple. Ça me plairait qu'elle mette ses mains dessus. Donc tu vois, t'as un aspect assez presque de l'ordre de l'irrationnel. Tu vois. Ouais, ça fait un peu, comment ça s'appelle ce mouvement artistique, là, des surréalistes un petit peu. Ouais, Ça fait un mouvement surréaliste. c'est ce que je voulais retransmettre. En tout cas, une espèce d'univers un peu dark, fantasmagorique presque, tu vois. Et vous pouvez retrouver ces photos sur son site internet. Ouais. Donc jm-landon.com. Tiré du 6. landon.com. Vous pouvez ouais. retrouver ces photos-là et apprécier le travail de notre invité. Camille, une question? Oui, non, la technique que tu utilisais, il y a des marlous à l'époque qui utilisaient ça pour faire croire qu'ils pouvaient faire revivre des défunts, enfin montrer des défunts via la photo. Ouais, c'est vieux. Via ces de la double techniques-là, exposition. Ouais, c'est vieux Où ils comme disaient, le monde. Je peux vous montrer le fantôme de votre défunt père si vous voulez, par contre, il faut payer. Et là, tu m'apprends quelque chose de super intéressant. Bien Moi, sûr. je ne savais pas du tout. Ah ça, ouais, il y avait un business qui commençait à se faire, c'était aux États-Unis. Ok. Et bon, ça a vite dérapé, donc ils se sont fait prendre, mais ils ont gagné pas mal d'argent quand même. Bah ouais, tu m'étonnes. Hein. Ouais, Les gens sont crédules. Hein. C'est un peu les artifices de la technologie. Au début, quand les gens ne connaissent pas, tu peux faire tout un tas Ouais, c'est ça, ouais. de promesses, tu peux faire tout un tas de fantasmes, et les gens tombent dans le panneau parce qu'ils ne connaissent pas. Et puis tu leur parles d'un sujet qui leur tient à cœur. Tu vois, tu leur parles d'un défunt, tout ça. Donc, une espèce de crédulité qui s'installe assez rapidement. Ah bah, dès que tu touches l'émotionnel, oui. Exactement. Évidemment. Donc là, on va parler maintenant des thématiques qui sont liées à ton travail. Donc le premier, c'est le quartier. Et j'ai noté une description que tu as mise dans ton livre, le livre dont on est en train de parler actuellement. Donc tu dis, donc c'est page 65 dans le dossier que j'ai eu. Donc tu dis, à l'ombre des tours est la troisième partie de mon documentaire. Donc ton documentaire, il est en 3 phases. Ça, c'est la troisième. Tu dis, la majorité des photos ont été prises dans le quartier de l'Échat, donc c'est à Créteil, là où je suis resté plus de 5 ans avec une partie des jeunes. Ensuite, tu dis, c'est un volet plus sombre que les 2 autres, mais ce que j'y montre fait partie des réalités des quartiers populaires. Les jours et les nuits se ressemblent, le temps paraît même se figer et s'excuser de devoir passer. Une partie de la jeunesse oubliée se cache à l'ombre des tours. Cet univers clos, rythmé par des trafics en tout genre, ne doit laisser aucune place à des regards parfois trop curieux. Les vapeurs de fumée semblent danser, elles s'harmonisent et à elles seules donnent du mouvement à ces jeunes trop immobiles. Des jeunes disent tuer le temps, mais au fond, n'est-ce pas l'inverse? Ouais. Cette description, elle revêt quand même beaucoup de choses. Qu'est-ce qui t'a inspiré à ce moment-là? Pour moi, le travail d'un photographe documentaire, c'est d'essayer d'être objectif. Je crois qu'on n'est jamais objectif, mais en tout cas d'essayer de s'approcher le plus possible de la multiplicité des réalités.
quand on travaille sur des sujets délicats comme la vie dans les quartiers populaires, il ne faut pas se tromper. Il ne s'agit pas d'édulcorer, mais il ne s'agit pas non plus de tomber dans le drama. Voilà pourquoi je l'ai fait en 3 volets. Le premier volet, c'est en bas des blocs. En bas des blocs, c'est la vie de tous les jours. Les papas, les mamans qui rentrent du travail, les petits frères, les petites sœurs qui jouent en bas, les plus grands qui squattent, qui se racontent des histoires. On a tous connu ça. Après, il y a un été à la cité. Un été à la cité, c'est pour montrer, grosso modo, comment, dans les quartiers populaires, on passe les 2 grands mois de juillet et d'août. Et il fallait aussi montrer que tout n'est pas marrant, loin de là, et qu'il y a des aspects très sombres dans nos quartiers, comme dans la vie d'ailleurs. Il ne s'agit pas de focaliser sur la vie dans les quartiers populaires, mais il fallait que je montre ça. Et en fait, si tu veux, l'idée de le faire à l'ombre des tours, elle est assez révélatrice de l'endroit où, à ce moment-là, je fais des photos. Il y a une allée où il y a pas mal de trafic qui se font. Moi, je suis en immersion avec ces jeunes-là. Il faut savoir que la photographie, pour moi, c'est un outil. On n'en a pas trop discuté, mais c'est un outil qui me sert presque d'excuse pour pouvoir enclencher une discussion avec ces gamins-là. Tu vois, et essayer d'aller creuser un petit C'est peu. au final un peu le même métier que tu faisais avant, Tout à fait. mais là, tu as l'objet qui peut fasciner le public et les personnes que tu fréquentes, enclencher une discussion et puis petit à petit faire un travail et les amener à quelque chose de positif. C'est tout à fait ça. Tu vois, c'est vraiment, vraiment tout à fait ça. Et donc, cet endroit, il est, pour un sociologue, c'est un endroit où il y a un gros travail, il y a un gros travail à faire, un gros travail à décrire. L'allée où les jeunes squattent, c'est inconscient, hein. L'allée où les jeunes squattent, il faut savoir que c'est entre 2 murs de bâtiments. Un bâtiment où c'est de l'accès à la propriété. Et juste en face, hein, à 3 mètres, hein, vraiment à 3 mètres, c'est le pan d'immeuble d'un immeuble HLM. Et en fait, ça c'est très révélateur, il y a une grosse poutre en bois qui relie ces 2 bâtiments. Et les habitants d'un côté ne parlent pas aux habitants de l'autre côté. Tu vois. Donc moi déjà, je suis un peu pas surpris parce que bon, mais je me dis c'est quand même un endroit assez incroyable, tu vois, dans lequel je suis. Et c'est un endroit où il se passe plein de choses. Moi, je l'appelle l'allée des embrumes, en référence à Harry Potter. Je suis un grand fan d'Harry Potter, je suis un grand enfant, tu vois, mais je l'appelle l'allée des embrumes. Et en fait, je vois tellement de choses que j'ai besoin aussi de les montrer. Parce que sinon, pour moi, je fais pas bien mon travail. Donc, j'essaie au maximum de ne pas mettre les visages. Et il faut savoir que la majorité des photos, je les ai jamais publiées. Il faut le savoir, hein, tu vois, j'ai publié des Le photos. plus gros, c'est encore secret dans un coffre, Ouais, quasi. Ouais. dans une Je sais pas si je les publierai un jour. Je crois que si je les publie, ça sera dans le cadre d'une grosse exposition photo où je pourrais expliquer d'où ça part et où ça arrive. Tu vois, on parlait tout Tu as à l'heure. besoin de donner des justifications. C'est pas des justifications, c'est que c'est un sujet tellement délicat. Tu sais, une photo, tu peux lui faire dire ce que tu as Ouais, envie. c'est ça, l'interprétation, Tu toujours. vois, Ouais. une photo, tu peux en faire ce que je veux, tu peux en faire ce que tu veux. Tu vois, et dans le monde de l'image dans lequel on est, ça peut très vite desservir. Moi, je m'en fous que ça me desserve. Tu vois ce que je veux dire, je suis en phase avec moi-même, je sais ce que je fais. Mais j'ai pas envie que ça desserve les habitants. Ouais, bien sûr. Donc, si je montre ces photos-là, il faut que ce soit dans un ensemble. Sinon, je les montre pas. Donc là, tu vois, à l'ombre des tours, je montre des choses, mais c'est des choses assez gentillettes. Tu vois, petit trafic, voilà. Mais il fallait que je le fasse. Ouais. Pour montrer la réalité, quoi. Ouais, c'est important. Pour pas édulcorer, d'un côté, ceux qui vont dans les médias souvent noircir complètement le tableau, il n'y a que des bons à rien, que des voyous, etc. Et toi, de l'autre côté, faire juste cette euphorie, dire mais non, c'est pas vrai, il y a des travailleurs et tout ça, les méchants, c'est du fantasme. Non, tu as voulu montrer la réalité. Ouais. Et puis c'est aussi un hommage à ces jeunes-là. Tu vois, à l'ombre des tours, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est des jeunes qu'on voit peu, qui se cachent. Et on sait pourquoi ils se cachent, tu vois. Et du coup, qui n'apparaissent pas dans le paysage. Donc c'était aussi une manière de les faire exister à travers et justement, les images. c'est la question que je voulais te poser. C'était ça ton principal objectif par rapport aux jeunes, c'est de les faire exister? Totalement. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi je sais déjà
dès le départ que j'ai envie d'accompagner ces jeunes-là, tu vois. On n'est pas des sauveurs, mais je sais déjà que je veux aider ces jeunes, tu vois. Peu importe la manière, mais il faut que je les aide. Et j'en ai aidé beaucoup, je peux te le dire, hein, tu vois. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui a l'habitude de mettre en avant ce que je fais. J'ai aidé beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui s'en sont sortis dans ce quartier-là, tu vois. Et je suis très fier de ça. J'ai reçu un message d'un gamin il y a 2 semaines sur Insta qui me disait merci, tu m'as donné le goût du travail et tu m'as sauvé, quoi. Ouais. Tu vois. Et ça, c'est la plus belle des récompenses, C'est la finalement. plus belle des récompenses, clairement. Non, c'est magnifique. Camille, peut-être une. Non, pas de question. C'est beau. Ouais, mais c'est magnifique, justement. Ouais, c'est cette façon d'opérer ton métier, plutôt, peut-être même, je pense, un don. Parce que c'est pas tout le monde qui peut faire ce genre de choses. Et que l'outil, peu importe celui que tu utilises, enfin, chacun va avoir un outil de prédilection. Toi, en l'occurrence, c'est la photo, c'est l'appareil photo, donc tu le fais bien. Il y a un autre public que tu veux aussi mettre en avant, celui des migrants. Ouais. Et tu as eu une expérience, d'ailleurs, vous pouvez trouver de très belles photos de ces migrants sur le site de Jean-Michel, donc jm-6landon.com. Donc, dans quelles circonstances tu as commencé à fréquenter ces personnes? Moi, j'ai eu, comme je te disais tout à l'heure, hein, j'ai eu une période assez compliquée. Il y a eu des moments très compliqués, tu vois. Du coup, quand tu traînes la nuit, tu fais des rencontres, pas forcément bonnes, mais tu fais des rencontres qui vont te servir. J'ai rencontré pas mal de mecs qui dormaient dehors, tu vois. Pas la caricature du sans-abri, tu vois, le vieux français piccolo. Non, non, c'est pas ça, tu vois. La nuit, en banlieue, il se passe plein de choses. Il y a beaucoup de gamins qui errent, il y a beaucoup de jeunes qui errent, il faut le savoir. D'ailleurs, tu le racontes ça dans le livre. Tu expliques le cas d'un garçon, un jeune, une famille entière qui, qui avait tout perdu, l'appartement, etc. Mm. Et il dormait à l'hôtel, des fois il dormait dehors, il allait à l'école. Exactement. Le Une matin, petite il ligne. disait pas à ses copains ce qui lui arrivait, il voulait paraître normal. Et ça, des fois, les professeurs ne s'en rendent pas compte. C'est-à-dire qu'en face de toi, tu as des gens, toi, tu as donné un devoir, tu es professeur. Moi, c'était mon cas, donc je me revois. Mais parfois, je voyais qu'il y avait des élèves qui avaient des situations. Et l'autre, tu vois, elle était à l'hôtel social, l'autre, ses parents sont divorcés et tout. Et toi, tu es en train de le gonfler avec Victor Hugo, tu es en train de le gonfler avec Molière. Tu vois? C'est très vrai ce que tu dis. Et c'est pas marrant, en fait. Tu vois, tu dis, mais attends, mais comment après tu vas lui dire, ouais, mais le contrôle, t'as pas révisé, ton carnet de correspondance et ton équerre. Le petit, il a dormi dehors. Tu vois? Et donc là, toi, ces situations-là, tu les as décrites dans ton livre. Ouais, j'en décris une particulièrement. Mais donc voilà, j'ai discuté avec beaucoup de monde dehors. Je suis pas un mec de la rue, hein. Je suis pas m'inventer des histoires, tu vois. Mais j'ai pas mal vagabondé, c'était mon truc, hein. Et puis un jour, je suis tombé sur un sans-abri qui comment dirais-je, qui m'a fait comprendre que tout le monde peut se retrouver à la rue. C'était un ancien prof de maths, pour l'anecdote. Quelqu'un de très érudit. Sa seule obsession, c'était d'avoir des livres pour lire. Donc c'est quelqu'un... Alors, malgré ses conditions, Ah ouais, il fallait qu'il lise. Son seul truc, c'est il faut que je lise. Ouais. Il fallait qu'il lise, il lui fallait des livres. Sûrement une manière D'échapper à sa condition. Exactement, d'échapper à sa condition. C'était quelqu'un de très érudit. Et du coup, cette histoire m'a beaucoup marqué. J'ai pris plusieurs photos de cette personne-là. J'en ai publié une que j'ai retirée d'ailleurs depuis. Pourquoi? Par pudeur, tu vois. Parce que après ça, je vais me faire cartonner par des photographes, mais c'est pas grave, je m'en fous. Si tu veux, quand tu prends quelqu'un qui... Alors moi, déjà, les photographes qui prennent les sans-abri à leur insu, faut pas venir me parler, tu vois. Ça, moi, je supporte pas ça. C'est mon avis. Hein, Ouais, bien sûr. Moi, j'aime pas. Tu vois. J'aimerais pas que quelqu'un vienne me prendre dans des conditions délicates sans me demander mon autorisation. Parce qu'il faut savoir que quand tu publies une photo, tu publies la photo d'un humain. Tu vois. Tu lui as peut-être pas demandé si tu pouvais la publier. Et tu peux atteindre à sa dignité. Bien entendu. Souvent, d'ailleurs. Moi, je demandais systématiquement l'autorisation. Sauf que, la plupart du temps, c'est des personnes qui sont dans un état second. Non pas parfois parce qu'elles consomment des stupéfiants, mais des fois parce qu'elles ont perdu la raison, tout simplement. Et qu'elles peuvent très bien te parler à un moment où elles ne sont pas forcément lucides. Et elle va te dire, ouais, tu peux. Tu vois. Mais j'ai toujours eu dans la tête
une petite voix qui me disait, il m'a dit oui, mais est-ce qu'il m'a dit oui parce que vas-y, on a créé un lien et qu'il se sent peut-être obligé de le faire? Est-ce qu'il m'a dit oui parce qu'au moment où il m'a dit oui, il n'était pas vraiment dans son état normal. Donc du coup, tu vois, j'ai retiré toutes les photos de sans-abri que je prenais. Et celle-ci également, bien entendu, tu vois. Et tu as d'autres histoires avec les migrants? Tu avais été à Ouais. Calais aussi. Ouais, j'ai été à Calais. Pareil, je suis parti sur un coup de tête avec un frérot qui s'appelle Djeboche, très bon photographe aussi. Sebos Nalkakan pour le nommer. On est parti, j'ai pris ma voiture, on est parti là-bas, on n'a pas fait un docu, on est resté une journée, tu vois, on n'a passé pas une grande histoire, mais ça nous a permis quand même de voir les conditions inhumaines dans lesquelles la France peut accueillir avec des grandes guillemets, certains migrants, réfugiés, appelons-les comme on veut, ça reste avant tout des êtres humains, tu vois. Ouais. Mm. Puis il y a une autre cible, plutôt d'autres personnes que tu veux mettre en valeur, c'est les femmes isolées, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Plus globalement que l'histoire que tu nous as racontée, ça représente quoi pour toi? C'est les mères de courage, tu vois. Il y a le féminisme que j'aime pas, qui prend beaucoup de place en ce moment. Ouais, le féminisme médiatique. Le féminisme médiatique exacerbé qui, pour moi, dessert totalement la cause des femmes. Mais bon, c'est un autre débat. Hein. Ouais. Et moi, quand je vois des femmes comme ça, qui ne demandent pas beaucoup, qui sont dans leur coin, pour moi, c'est des mères de courage, tu vois. C'est des histoires, des trajectoires de vie incroyables. C'est des femmes qui m'ont permis de les prendre en photo dans leur environnement, dans leur appartement, dans leur quotidien. Et voilà, j'ai toujours été touché par ces mères qui élèvent seules des enfants. Isolées, mères isolées. Exactement, on parle des mères isolées. Moi, c'est quelque chose qui me touche énormément. C'est malheureusement, dans certains quartiers populaires, une réalité qui est de plus en plus palpable. Et il me fallait que je puisse leur rendre hommage à ma manière. Parce que c'est vraiment des personnes à qui on ne donne pas beaucoup la parole. On leur prend leur parole et on parle pour elles souvent. On en profite et elles, c'est les derniers maillons de la chaîne. C'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, il y a beaucoup, pour avoir discuté avec pas mal de femmes, je fais toujours ce travail-là en souterrain. Ça fait très longtemps que je le fais. Mais si tu veux, il y a beaucoup de femmes de ces femmes-là en tout cas, qui ne sont pas du tout d'accord avec les discours qui sont tenus par d'autres femmes. Il faut le savoir. C'est souvent comme ça, hein. Malheureusement. Eh oui. Camille, une question peut-être, non? Dans ce... Là, je t'avoue, j'écoute. Ouais. Vraiment. C'est un monde qu'on ne connaît pas. C'est des mondes qu'on ne connaît pas. Voilà, moi, personnellement, tu vois, je vois ça de l'extérieur. Ouais. C'est vraiment quelque chose... voilà, tu te dis, je ne sais pas quoi faire pour aider. Même moi, des fois, il y a des jours, je me dis, j'ai du mal. Mais en même temps, je me dis, quand je vois certaines choses, je me dis, bah non, t'es pas si mal que ça, mec. Donc, détends-toi. Et là, j'avoue... C'est quelque chose que je vois d'extérieur. Là, tu m'expliques l'intérieur et c'est très touchant. Ça... Tu te sens ému, là. Ouais. Bah oui, bien sûr. Voilà. Et c'est pour ça que... C'est les choses qu'on voit et qu'on vit pas. Enfin, oui. Et on voit tout le travail. C'est difficile d'émettre un jugement de ça parce que je peux pas. Bien sûr. Je peux pas. Ça, c'est le travail du photographe, justement, qu'on est venu mettre en valeur. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de Jean-Michel, sur son compte Instagram aussi, l'Instable Photographie, où vous pouvez retrouver le travail de notre invité. On a presque terminé notre émission. Il reste juste une dernière partie, justement, c'est l'aspect plutôt philosophique. Penser, un peu réfléchir et surtout, comme on est dans une société de l'image aujourd'hui, depuis plusieurs années maintenant, hein, depuis l'avènement du numérique, du multimédia. D'ailleurs, Instagram, sur lequel tu es, à la base, c'est une application qui est faite pour des passionnés de photos. Ouais. D'ailleurs, si vous regardez, le logo, c'est un appareil photo. C'est tout le problème. Ouais. Et toi, dans ce monde des réseaux, comment tu trouves tes marques en tant que professionnel de l'image? Non, je suis tombé dans la frénésie comme tout le monde, je pense, à vouloir... Parce que c'est fascinant comme outil, comme possibilité. C'est un outil, à la base, très fascinant et... de prime abord, facilitateur pour les photographes. Sauf que il y a ces fameux algorithmes qui t'entraînent dans une spirale et dans laquelle il est difficile de sortir. Je m'explique rapidement. Grosso modo, l'algorithme te permet d'être visible tant que tu publies de manière
frénétique. Tic. Exactement. Tu vois. C'est-à-dire que tu participes à la frénésie, en fait. Tu Exactement. nourris la bête. Mais c'est tout à fait ça. Tu nourris la bête. Et la bête te permet d'être visible par les autres. Sauf que, pour moi, une photo, comme je te le disais tout à l'heure, c'est un instant immortel. Même ça doit être difficile pour toi, non? Bah, en fait, si tu veux, pendant un moment, voilà, je publiais. À un moment donné, je me suis dit, mais ça a plus de sens, quoi. Tu vois, je publie pour être visible. Je publie pour l'algorithme. Non. Donc, j'ai quasiment effacé tout mon feed. Hein, tu vois, maintenant, Oui, il y a 40 photos. Oui, j'ai vu. Et puis, j'ai plus forcément envie de publier parce que Instagram a changé son fusil d'épaule et que pour concurrencer TikTok, c'est aujourd'hui les vidéos qui font que... Les réels. Exactement, les fameux réels qui font que tu vas pouvoir remonter à la surface. Moi, c'est pas mon truc. Donc, je publie de temps à autre. Je publie pour les passionnés qui me suivent. Il faut savoir que j'ai 17 000 abonnés. Dans les stats, je vais être très clair avec toi. J'en ai 3 000 qui voient mes photos. Tu vois, donc sur 17, déjà, tu sais pas où sont les 14 autres. Et sur les 3 000, j'en ai 15 à 20% qui like. Donc, tu vois, au final... à tous les étages, il y a de la déperdition. Mais bien sûr, bien sûr. Donc, moi, ça m'intéresse plus. Après, je peux comprendre qu'il y ait des photographes qui aient besoin de ça pour exister. D'ailleurs, moi, je ne crache pas sur Insta parce que ça m'a ramené énormément de choses, énormément de médias. Non, bien sûr. Mais aujourd'hui, mais c'est toujours délicat. C'est toujours délicat, en fait, entre la puissance de l'outil. On l'utilise tous. Mais moi, j'ai Instagram, Camille Coach Naturo. Sur Instagram, n'hésitez pas à aller faire un tour. Ben, ça fait les gens, ils peuvent voir ton travail, ils peuvent voir tes vidéos, ils peuvent même éventuellement te contacter, aller sur ton site internet, acheter des prestations. Donc, il y a une valeur marchande qui peut être intéressante. Là où c'est difficile, c'est que c'est pas nécessairement le plus compétent ou le plus méritant ou le meilleur qui sera mis en avant. Tu sais, je vais te dire un truc, j'invente rien quand je te dis ça. Hein. Je sais pas comment c'était avant, je pense que c'était forcément différent. Je pense que le talent quand même primait sur le réseau, mais aujourd'hui je peux te dire que c'est le réseau qui fait tout. Il y a des gens très mauvais, et là je parle au niveau de la technique, hein. Je te dis pas j'aime ou j'aime pas son travail, je te parle vraiment de la technique. Il y a des gens très mauvais qui excellent aujourd'hui dans la photographie, qui excellent, je parle au niveau de la médiation. Tu vois. Bien sûr, ils sont connus. Ils sont connus, c'est pas des bons photographes. Mais grand bien leur face, il n'y a aucune jalousie là-dedans. C'est juste pour te dire qu'en fait, le réseau fait quasiment tout aujourd'hui. Après, c'est le pendant justement de la profusion. C'est-à-dire, plus tu vas avoir de la quantité, et nécessairement la qualité, elle va diminuer. Tu peux pas demander à des milliers, millions de personnes de poster, de mettre l'autre, ce qu'il mange, il va te le mettre, le dîner de sa cousine, les doigts de pied de son cheval, il va les mettre, et l'autre, il se prend la tête à faire des photos, il réfléchit, il prend des angles et tout, et ça passe à la machine. Tout est dit. Ouais. J'avais lu une étude qui démontrait que la plupart des personnes qui atterrissaient sur un feed regardaient les 30 premières photos. Donc tu peux te dire que tout ce que tu publies derrière, c'est même pas vu. Ouais, c'est incroyable. Il n'y a pas beaucoup de résultats, quoi. Non. Mais après, bon, moi, je suis passé au-dessus. Et ce qui est intéressant pour les abonnés, c'est surtout ton point de vue, toi, en tant qu'artiste. Et artiste dans l'image, tu vois, c'est pas n'importe quoi. C'est pas simplement celui qui va faire des vidéos comme ça pour amuser sa communauté. C'est quand même dans la recherche d'une qualité de l'image. Je parle pas de la qualité du point de vue simplement technique, mais plutôt aussi de ce que ça peut représenter, comment tu peux toucher l'imaginaire des gens, comment tu peux toucher le cœur des gens aussi. Et ça, c'est important. Franchement, je vais encore faire friser le poil juste pour rebondir là-dessus, je vais faire friser le poil de plein de photographes. Bon, la technique, je m'en fiche. Sincèrement, Ouais, bien sûr. Pourtant, tout à l'heure, je te disais, tu vois, photographier, c'est écrire avec la lumière, tout ça. Mais pour moi, la lumière, c'est la lumière que l'être humain dégage. C'est ça, c'est cette lumière-là, moi, qui m'intéresse. Je connais la photo, je peux être technique, je le montre sur le travail avec Myriam. Bien sûr. L'anamnèse. Voilà, mais c'est pas forcément ce qui m'intéresse, moi. Ce qui m'intéresse, c'est de capter l'image, capter l'âme. C'est ça qui m'intéresse, l'image que l'humain y renvoie. C'est ça qui m'intéresse. Moi, le reste, travailler en manuel, pas manuel, automatique, je suis loin de tout ça. Ouais, il y a toujours dans tous les domaines des gens comme ça. Ils sont très orientés sur l'aspect matériel des choses, les outils, l'outillage, etc. C'est comme quand on était jeune, quand on jouait au foot. Ouais. T'avais des mecs qui jouaient super bien, ils avaient des chaussures toutes pourries.
Et t'avais les mecs, ils avaient tout le matériel, le maillot floqué avec son nom, tout ça, ses parents qui crient sur le côté, il était super nul, tu vois. C'est très vrai. C'est très vrai. C'est pas une question de matériel, tu vois. Ah ouais, moi je suis persuadé. Hein. C'est pas une question de matériel. Bah, l'art, en général, c'est le cœur que tu mets dedans. Enfin, moi, je pars de ce principe-là. J'étais comédien aussi. Ok. Et les meilleurs comédiens, alors oui, il faut des formations, bien entendu. Tu vois, tu t'inventes pas certaines techniques, mais il y a toujours une base avant. Ouais. Mais il y en a plein qui il y a l'ont pas la- actuellement. C'est avec Netflix qui fait énormément de films parce que c'est un peu Bah, la on revient sur la quantité. consommation à fond. quantité. C'est Parfois, quantité plus que qualité. tu vois les jeux d'acteurs, ils sont complètement nuls. Hein. Et quand toi, tu as été élevé au film des années 70-80, avec des acteurs charismatiques, des gens qui étaient issus du théâtre, qui avaient de la culture, ils te sortaient des répliques, c'était incroyable. Quand tu avais du Louis de Funès, du Jean Gabin, tu vois. Oui, exactement, mais je pense à Ça, Gabin. c'était l'âge d'or. Ouais. D'or pour moi, c'était l'âge d'or du cinéma Louis français. de Funès, il a fait du théâtre pendant longtemps avant de commencer le... Il était surtout musicien. En plus. Oui, théâtre, mais c'est musicien. Bah, enfin, on la ressort du truc, mais. non, c'est cool, on est dans la, dedans. c'est dans la philosophie. Alors là, techniquement, lui, il était au top. La rythmique, la comédie, c'est que du rythme. Hein. Ah oui. Lui, c'était un pianiste de jazz. oui, il ça. faisait du jazz, il maîtrisait la rythmique, mais à 300%. Et il appliquait tout ça dans l'acting. Ouais, c'est fort. Et ça se sent. Enfin, c'est. La comédie, il faut mettre le cœur, il faut avoir de la technique aussi, il faut savoir le maîtriser. Et lui, il avait le cœur qui allait avec et poum. Ouais, parce que c'est un art aussi, la comédie. Aujourd'hui, on a beaucoup de comédiens qui ne sont pas vraiment des comédiens professionnels, qui se retrouvent dans des séries Netflix. Et c'est que des punchlines, des choses un peu comme tu vannes, tu vois, dans le quartier. Et ça peut faire rire les gens. Parce que c'est la quantité. Et à force d'en dire plein, tu peux passer pour quelqu'un de plutôt marrant. Mais en réalité, quand tu regardes, il n'y a pas beaucoup de gens qui produisent de la qualité, même dans l'humour. Hein. Mais c'est général, hein, ce qu'on est en train de dire sur l'image, ce qu'on est en train de dire dans le L'art cinéma. en général, c'est... oui. Ouais. Tu vois, la musique, il y a ce sentiment-là aussi qui sort. C'est Ah oui, que, non, mais je suis complètement d'accord. Avant, c'est- tu avais. C'est général. Ouais, c'est l'appauvrissement mais c'est pas propre à la France parce que nous, Non, c'est mondial. on a un regard. Voilà, parce que nous, on a un regard. mondial. Forcément, on a un regard un peu égocentré, tu vois. Ouais. Mais c'est mondial, c'est l'appauvrissement des cultures, tu vois. C'est l'appauvrissement de la culture, c'est l'appauvrissement de Puis c'est l'imposition d'un système. la aussi. nécessité de réfléchir, de la nécessité de se cultiver, de vouloir découvrir des choses. Moi, c'est la première des choses que je dis aux gamins, tu vois, c'est sortez de votre quartier, allez voir ailleurs. Il y a des choses formidables qui se passent à 3 km de chez vous. Vous n'êtes pas au courant. Voilà, sortez. Moi, j'ai des gamins à 16-17 ans qui n'avaient jamais vu la mer, tu vois. Ouais. C'est à 200 km de chez nous, sortez, allez à l'aventure. C'est comme ça qu'on se grandit en rencontrant d'autres cultures. C'est ça la vie aujourd'hui, même si on nous fait croire que c'est pas ça, c'est ça la vie. Si on reste dans l'entre-soi, on n'ira jamais loin, c'est sûr. Ouais, tout à fait. Et prendre le temps. Prendre le C'est temps. Ouais. ça. Ouais. Enfin, pour Tout moi, à c'est fait. ce qui manque le plus maintenant, c'est de prendre le temps d'aller au fond. Ouais. Ça se font des choses. Tout va vite et vu que tout va vite, bah, on réfléchit trop vite ou on réfléchit pas. Et tu vois, mais bon, on débat des heures, tu vois, mais bon, c'est comme ça, faut faire avec. Très bien. C'est sur ces sages paroles que nous terminons notre émission. On remercie Camille pour avoir animé cette interview avec moi. On remercie notre invité Jean-Michel Landon, dit l'Instable, le photographe qui a son site internet, donc jm-landon.com. Vous pouvez vous procurer ses ouvrages. Et le nouveau qui va sortir bientôt, tu peux nous rappeler le titre ? Alors le titre, petite promo très rapide, le titre c'est La vie des blocs, tout simplement. La vie des blocs, ça veut tout dire. Il y a un pour jeu de moi. mots dedans. Oui, tout à fait, oui, bien vu, très bien vu. Oui, bah oui, il y a un jeu de mots, oui, bien sûr. Ça correspond à l'instable, hein, tu vois. Ouais, Donc La vie des blocs, j'ai appris aujourd'hui, normalement le livre devait sortir le 14 avril, il sortira le 24 avril, puisque je le fais imprimer en Espagne, parce que c'est moins cher. Mais du coup, voilà, il sort le 24. Par contre, il est dispo dès la semaine prochaine en précommande sur mon site jm-landon.com. 163 pages, 123 photos. C'est un gros bouquin. Okay. Très bien. Okay, merci beaucoup pour avoir participé à notre émission, Merci d'avoir à vous répondu tous. à nos questions. C'était un sujet vraiment extrêmement intéressant donc à refaire. On remercie Sofiane qui était avec nous. Je l'attendais, celle-là, Sofiane. Je te voyais trépigner, envoyer des mails. Est-ce qu'il va me zapper? Non, mais sans toi, il n'y a rien qui aurait été possible. Donc, Avec merci plaisir. Sofiane Merci. d'avoir Avec grand animé ce live. Merci à toi, Mohamed. Merci à vous tous.